Le plus vieux métier du monde, là, c'est pas tout ce que le monde croit, là, tu sais, mais c'est la manipulation. Parce que je pense que déjà avec Jules César, je pense qu'il manipulait son peuple. Hein? Faut pas garder le pouvoir, faut manipuler. Ça, c'est comme une sorte d'incontournable, je pense. T'sais. Fait que c'est la manipulation, je considère que c'est vraiment le plus vieux métier du monde. Pourquoi j'ai décidé de faire cet exposé-là? Hein? Ben, c'est pour qu'on puisse réfléchir ensemble. C'est important qu'on puisse réfléchir ensemble. L'autre chose aussi qui est important, c'est de partager nos observations. Parce que tout le monde, on fait des observations, on réfléchit, on fait des observations. Et puis avec ça, quand on réfléchit, on fait des observations, ben, on devient plus conscient de toutes sortes de choses, puis entre autres, des attaques qu'il peut y avoir contre notre opinion ou dans la manipulation de notre opinion. Hein? C'est en mettant en commun ces deux points-là, on peut, et puis quand on devient plus conscient de la manipulation de notre opinion, ben c'est pour mieux résister. Parce que finalement, le but ultime, c'est de résister à la manipulation qu'on peut subir. Tu sais. C'est ça, vous vous dites, mais c'est qui ce petit con-là? C'est sûr. On dit pas ça, Fait que, mais qui suis-je? Ouais, c'est une bonne question, hein, qui suis-je? On nous a habitués à entendre les titres des gens, à entendre c'est un professeur, c'est un ministre, c'est un ci, c'est un ça, c'est un grand journaliste. Puis on était habitués à tout le temps se nourrir du titre plutôt que d'écouter le propos qui est tenu. Hein? T'sais, parce que tu peux avoir des grands titres, comme on va dire le docteur Marquis, tu sais. Il est pas, c'est un grand titre. Hein? Il a occupé les écrans du Québec pendant des années. Et puis, puis là, le monde a été séduit par ce titre-là. Et puis, il a dit des méchants conneries, quand même. Il faut reconnaître ça, mais l'affaire, c'est que si le monde avait été moins attentif à son titre, peut-être la présentation de son importance, hein, sa notoriété, ben, peut-être qu'il aurait été plus attentif aux propos qu'il tenait. Hein? Parce que je trouve qu'ils nous ont habitués à considérer les titres plutôt que le propos tenu. Et puis ça, c'est comme on se fait avoir. Là. On se fait avoir. Quand tu regardes le titre et que tu répètes le propos parce que le titre a dit ça, t'es mieux de baser ton opinion sur quelque chose. Ils ont camouflé les mensonges dans la notoriété. Hein? Dr Marquis, mais il a peut-être dit des mensonges, lui. Il a peut-être dit des mensonges, hein? Mais ces mensonges, ils n'ont pas paru parce qu'il était emballé dans la notoriété. Hein, c'était, quand même, il n'y a pas rien que le Dr Marquis, le TikTok, il y a des grands spécialistes qui ont passé à la TV comme ça, qui ont dit des conneries, qui ont dit des mensonges. Aouda, oui, c'est un grand médecin quand même. Ils nous ont habitués à considérer les titres bien plus que les propos tenus. En même temps, en faisant ça, en considérant le titre, c'est que automatiquement, ils ont enlevé l'écoute du citoyen. Parce que le citoyen n'a pas de titre, hein? Il n'y a pas de CV, hein? Il n'y a pas de qualification. Hein? Ben, on ne donne pas la parole à quelqu'un comme ça. Tu sais. Voyons donc, ça peut rien dire des conneries, ça. T'sais? Un citoyen ordinaire, ça dit juste des conneries, ça. Fait qu'on n'écoute pas ça. Mais ça a été, à travers les époques, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je travaillais à Radio-Canada, et puis, on faisait des vox pop qu'on allait chercher l'opinion des personnes dans la rue. Et puis, Radio-Canada avait une émission, au présent à l'écoute, une émission radiophonique, il y en a eu plusieurs autres avec d'autres titres, là. Mais il écoutait les gens du peuple. Okay? Les gens appelaient, il n'y avait pas de sélection, puis en ondes, les gens pouvaient s'exprimer. Fait que les gens qui écoutaient les gens, ben, ils se disaient, ben là, moi aussi, je peux parler, puis eux autres devenaient avoir une confiance dans leur opinion, tu sais. Puis là, un bon exemple de ça, ben, il y a René Lévesque avec son émission Point de mire. Quand tu écoutes ça, c'est du bonbon. Là. Moi, j'avais 3 ans en 1958. Et cette émission-là, ben, c'était une émission sur la guerre d'Algérie. Okay? Et puis, là, je ne mettrai pas toute l'émission, je vais rien qu'un petit extrait, mais je vais mettre l'extrait qui va chercher le monde, parce qu'il donne la parole aux gens. Puis je trouve que c'est ça qui est intéressant à regarder, parce qu'aujourd'hui, donner la parole aux gens, c'est perdu un peu. Fait qu'on va écouter René Lévesque.
Et avec ces grandes lignes, tant bien que mal placées dans notre esprit, puisqu'on ne pouvait pas aller voir ce qui se passait en Algérie, on est allé voir en France. On est allé voir d'abord dans la rue ce qu'on en pense de cette guerre. Écoutez, je crois que tout bon Français voudrait voir ça finir, parce qu'enfin, c'est lamentable, une chose comme celle-ci. Ces tueries-là, vous savez, je crois que les hommes et les femmes ne sont pas pour ça. Tout le monde est pour la finition de cette chose-là, mais dans une façon honorable pour la France. J'ai mon fils en Algérie, mais je crois que il faut que ça finisse, mais alors d'une façon honorable pour nous. Et vous, monsieur? Oui, moi je suis d'avis de monsieur aussi. Je suis entièrement de son avis, parce que j'estime que les FLN, écoutez, dans le fond, on devrait pouvoir les arrêter, ces gens-là. Apparemment, on peut pas. Raison, ils ont souffert, c'est un fait, parce qu'il y a beaucoup des colons qui les ont exploités, c'est un fait. Ils sont révolutionnés pour une bonne raison, parce qu'ils gagnaient pas leur vie. Alors l'intégration, c'est vraiment la solution. Absolument. Mais Absolument. oui, mais oui. Si on la refuse chez les gens d'Algérie, comme il paraît-il. Alors là, ça dépasse nos compétences. Écoutez, moi je crois que le général de Gaulle, il faisait assez puissant en Algérie pour pouvoir arriver à une solution, parce que d'ailleurs on en a eu des preuves quand il y a été là. Il est acclamé partout. Mais je ne pense pas. Si on répond oui au référendum, la guerre d'Algérie se termine demain. Ah, je ne le pense pas. De toute façon, je crois que dans 5 ans, l'Algérie sera indépendante. Mais je trouve qu'on a eu tort de laisser s'installer le FLN, justement. Il aurait fallu les écraser beaucoup plus tôt, ils étaient moins... Là, vous parlez du passé, maintenant ils sont installés, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, c'est beaucoup plus difficile, mais j'espère qu'on y arrivera. Ce que vous pensez d'Algérie, même si c'est purement français, vous pourriez nous dire ça? C'est délicat. On comprend que c'est délicat, c'est le mot que j'ai employé, mais enfin, je suppose que vous avez une opinion. Ah ben non, mieux que ça s'arrange. Je ne suis pas d'accord que l'on dépense tant d'argent pour les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire pour la guerre d'Algérie. Il faudrait cesser la guerre d'Algérie et donner l'indépendance au peuple algérien. Voilà. Ici, je rencontre des gens qui disent qu'on leur donne l'indépendance. Ça, je sais que le peuple n'est pas tout à fait d'accord. Non. Parmi les gens que vous connaissez? Parmi les gens que je connais, il n'y en a pas beaucoup qui sont d'accord pour garder l'Algérie française. Hein? Parmi les gens qu'elle connaît, finalement, c'est des opinions partagées. On a la population qui s'exprime sur un sujet vraiment important à cette époque-là. Et puis, tu sais, c'est comme, il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de pensée unique. Hein, c'est partagé, puis c'est ça qu'elle reflète, puis elle est consciente que c'est partagé aussi, tu sais. René Lévesque a de l'air à dire « Ah, mais le monde a l'air pas mal comme ça. Oh, faut pas dire ça. » tu sais. Fait que ça, c'est bien intéressant. Puis là-dedans, il y a plusieurs choses à observer. Une des choses, là, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est qu'on voit que c'est un attroupement de personnes hein, qui sont dans la rue, puis que René Lévesque sort là, c'était pas parce qu'il s'appelait René Lévesque qu'il était connu, il n'était pas connu à cette époque-là, c'était un petit journaliste bien ordinaire. Et puis il sort dans la rue, puis là, il pose des questions, puis là, les gens sont intéressés à écouter les questions, mais à répondre aussi, parce qu'ils prennent la parole, tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, quand est-ce qu'on prend la parole? Quand est-ce qu'on a l'occasion de prendre la parole? Tu sais? Puis là, ben c'est ça. Fait que ça, l'attroupement, je trouve ça intéressant de voir ça. C'est certain qu'il faut considérer peut-être toutes les mœurs de l'époque, donc. Mais bon, c'est comme quelque chose que c'est différent aujourd'hui, on peut dire ça. Une des autres choses qui est intéressant à écouter, c'est que là, on voit ces gens-là, c'est monsieur et madame tout le monde, hein, ça, c'est des gens qui n'ont aucun titre. Hein, ils sont là, et puis ils ne sont pas présentés, ah, c'est monsieur le ministre, ah, c'est madame ci, ah, c'est... Hein? Non. C'est des gens de la rue qui passent là, et puis René Lévesque, c'est des gens qui interrogent sans titre, puis qui est vraiment intéressé à les écouter, il les écoute attentivement. Ils choisissent pas. Non, il ne choisit pas. Puis là, ben ici, ben, on voit que c'est une dame qui s'exprime, une dame de la rue. Hein? Et ça aussi, c'est une autre chose, ben, c'est qu'il donne le micro à tout le monde. Il n'y a pas de sexisme, on va dire. Mais puis les gens s'expriment également. Là, ici, il donne une femme de la rue qui donne son avis au micro de Radio-Canada. Ça, c'est intéressant aussi que de voir qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas de sexe. C'est comme tout le monde est considéré comme une tête ses épaules, comme nous autres. Et puis, une autre chose qui est à remarquer, ça, je trouve ça intéressant, vraiment intéressant à remarquer. Regardez ici, on voit des enfants. Des enfants. Hein? Mais c'est pas des enfants qui regardent dans le cellulaire et qui jouent avec les Pokémon. C'est des enfants qui écoutent, puis écoutent attentivement. Là, on peut toujours se dire, ah, c'est peut-être le maire qui parle, mais même le maire. Supposons que tu es avec tes enfants à toi, c'est le maire, mais là,
tes enfants, ils disent « Hey, maman, là, ça finit-tu, t'en viens-tu, là, parce que là, l'année, tu sais, hein? » Non, eux autres, là, ils disent pas ça, puis ils écoutent attentivement, tu sais, c'est comme s'ils s'intègrent dans le débat politique pratiquement à leur âge, là, tu sais. Ils écoutent les questions, ils écoutent les réponses, ils écoutent le débat un peu qui se passe, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de voir ça à l'époque, là, tu sais. Puis un autre, il reste un point que j'ai noté, mais ça, c'est pas visuel, mais c'est audio, tu sais, c'est d'entendre René Lévesque. Là, c'est sûr que là-dedans, il n'en pose pas beaucoup, mais il en pose quand même quelques bonnes questions, que c'est des questions ouvertes. Et puis, c'est pas des questions non-non, tu sais. L'intégration, ça serait une bonne affaire des intégrer, de faire une intégration? C'est quand même une question importante, là, tu sais. Et puis, bon, il pose ça comme question. C'est qu'il ne pose pas des questions infantilisantes, tu sais. Pensez-vous que les Algériens, tu sais... Non, c'est pas ça, là. Il pose une question sérieuse à des adultes sérieux. Fait que c'est un paquet de choses que c'est... Moi, ça m'interpelle depuis des années, des émissions de René Lévesque. Puis je trouve que c'est vraiment... On a de l'enseignement, là, à utiliser pour essayer de réajuster les choses aujourd'hui. Et être conscient de ce qui se passe. Là, j'ai imprimé mes affaires, mais c'est mal imprimé. Je ne sais même pas où c'est que je m'en vais. On va y aller. Ah, je suis rendu au sens commun. Oui. Ben, voyez-vous, le sens commun. Tu sais, les gens de la rue là, qui parlent, qui disent des choses comme ça, ils ont une tête sur les épaules, ils ont des connaissances, ils ont un vécu, mais ils ont surtout un sens commun. Un sens commun. C'est comme si on sait d'une façon innée qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. On va dire que les petits gars veulent devenir une petite fille aujourd'hui, puis ils disent que le sexe s'est assigné à la naissance. Bien là, à un moment donné, tu dis, ben là, le sens commun, il dit, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Fait, le sens commun, c'est une des principales choses qui a été attaquée subtilement, tout de suite au début de la grande manipulation, on va dire, ben, au fur et à mesure, parce que ça ne se fait pas d'un coup, là, la manipulation, puis ça ne se fait pas d'un coup, le contrôle de la population, mais une des choses qui a été attaquée, c'est le sens commun des gens. Ils ont attaqué le sens commun des gens pour leur faire perdre conscience, pas conscience, mais confiance dans leur pouvoir de réfléchir. Hein? La population, les gens ordinaires, ont perdu confiance dans leur opinion, dans leur capacité de réfléchir. Parce que tu as tout le temps, à la TV, là, tu ne vois plus monsieur, madame, tout le monde, comme on vient de voir là. Non. Tu as le Nexpert avec un N majuscule, tu as le Zexpert qui arrive avec un Z majuscule, mais c'est toujours des experts, avec, hein? Et puis c'est pas n'importe qui, là, c'est des grands, on pense encore à TikTok, Marquis, et ainsi de suite, là, mais c'est tous des grands, là, c'est des experts qui t'arrivent là, fait que tu écoutes ça, puis là tu te dis, ben là, je sais pas trop quoi penser, mais là, je vais écouter l'expert, puis là, tu relèves de ton fauteuil après avoir écouté TVA, puis tu donnes la merde, puis là, tu te dis, ah, c'est ça. Puis là, tu prends l'opinion clé en main, en tout cas. Fait que là, le sens commun, ça a été une des principales choses qui a été attaquée. Ah oui, ça, il revient encore avec ça, tu apprends ça. M'écoute pas des fois. Hein. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, vous vous dites quand même, c'est bien beau tes belles théories, mais on aimerait ça savoir tout ça. Bon. Ben là, je vous l'ai dit un peu tantôt, j'ai été à Radio-Canada de 1978 à 1997. Et puis, ben moi, j'ai deux passions. Hein. Dans ma vie, j'ai deux passions. L'information, qui est une passion, là, ça doit être une passion innée, je ne sais pas, là. Mais moi, ça fait 40 ans que j'étudie les nouvelles internationales. À Radio-Canada, j'écoutais CBS, NBC avec Dan Rather, puis, comment il s'appelle, là? Tom Brokaw, oui. D'habitude, c'est Dan Rather que j'oublie. Mais en tout cas, j'écoutais ça pour avoir prendre le pouls des nouvelles internationales. Et puis, j'ai jamais cessé d'étudier la géopolitique, puis ainsi de suite. Fait que ça, c'est une de mes passions. L'information, et puis de transmettre l'information, ça a tout le temps été quelque chose de vraiment important, de transmettre l'information, le journalisme, finalement, c'est de récolter les faits, récolter les choses, et puis essayer de répandre ça, de faire comprendre ça. Mais je suis rentré à Radio-Canada en tant que monteur de nouvelles, j'ai été surtout à la salle des nouvelles de Radio-Canada à Montréal, dans le sous-sol, là, et puis j'ai terminé ma carrière en tant que réalisateur-monteur de reportage. C'est-à-dire que tu t'établis une équipe de discussion, tu t'établis des sujets, tu t'alignes des journalistes sur telle chose, des caméramans, puis un tournage, puis là, je m'occupais de faire le montage à la fin pour faire le reportage au complet. Fait que, moi, j'étais comme au paradis terrestre des jobs. Je ne pouvais pas avoir mieux.
Puis je faisais quelque chose que j'étais quasiment gêné de me faire payer pour, tu sais, parce que j'aimais ça, tu sais. Puis moi, ma paye, ma meilleure paye, c'était de voir les codes d'écoute, de voir les commentaires de l'auditoire, et puis de voir la satisfaction de mon entourage, de mes collègues, tu sais, quand ils te disent, bon, le tournage a fucké, ça n'a pas marché, donne ça à Charbonneau, il va s'arranger avec ça, tu sais. Puis il s'arrangeait avec ça, Charbonneau, puis là, ça sortait que, waouh, hey, Charbonneau, t'as fait ça, waouh. Puis là, ça, j'étais au paradis terrestre des jobs, c'était trippant au bout. Mais le problème, c'est que j'ai 2 passions, hein. Fait que là, en 97, j'ai donné ma démission parce que la mer, le voyage, ça m'attirait, tu sais, ça m'attirait. Puis aussi, ben, il y a la vie, tu sais, la vie. Hein? Ça, c'est rare que je fasse de la publicité, c'est pas dans mon style. Mais c'est un livre que j'ai écrit qui n'est pas non disponible dans aucune librairie parce que c'est un livre à compte d'auteur. Et puis là, je vous fais un spécial site pour la conférence, ça va être 20$ chaque. Ben, je suis pas là pour parler de moi, mais c'est un très bon livre, je vous le recommande. Tout le monde qui l'ont lu, à 100%, ont tout le temps eu des commentaires dithyrambiques, c'est le même que ça se dit, hein, dithyrambiques, sur là-dessus. Fait que, mais je suis ici pour vous parler de la manipulation. Hein. Fait que le titre a failli être pas le bon titre, ça a failli être un peu ça. Tu sais, sommes-nous manipulés? Puis, la réponse, ben, comme ça, c'est oui. Je pense qu'on... Moi, je ne ferai pas de... On va finir là. Mais il y en a une question qui est bien plus compliquée à répondre. T'sais. Nous manipulons-nous nous-mêmes? T'sais, parce que là, on est assez crétin pour se manipuler nous-mêmes? Là, t'sais? Là, tu te dis, ben non. Ben là, il faut y penser peut-être un peu. T'sais. Il faut y penser un peu. Ça peut nous manipuler. Il y a de la manipulation par toutes sortes d'affaires. Je me suis laissé pousser à la barbe, justement pour vous manipuler, parce que en vous donnant l'impression que j'étais plus sage, plus vieux, plus réfléchi, si je me rase, j'ai de l'air plus d'un petit cul, même ma blonde, elle m'appelle petit cul, Puis là, hey, comment est-ce qu'un petit cul pour vous gagner, vous faire écouter, ça marche pas, Fait que là, je me suis dit, moi, me faire pousser à la barbe. Fait que c'est ça, nous manipulons-nous nous-mêmes. C'est une très bonne question à poser. Puis moi, j'observe la population, je m'observe moi-même. Je ne suis pas exclu de la population. Je nous observe globalement. Et puis, je considère, la question, c'est est-ce qu'on préfère des gens qui posent des questions ou des gens qui donnent des réponses? Hein? Là, ben, c'est pas évident, mais le comportement, comme on va dire, les codes d'écoute sur les réseaux sociaux, là, les grands commentateurs, les grands qui sont devenus vedettes finalement dans l'espace COVID, là, c'est-tu les gens qui posent le plus de questions qui sont écoutés ou bien non, c'est les gens qui donnent le plus de réponses? Les gens sont-ils intéressés à écouter quelqu'un qui pose des questions ou des personnes qui lui donnent des réponses? Le COVID, c'est ça. Je cherche pas ailleurs. La mort a dit c'est ça, moi je te dis c'est ça. Non, mais là, c'est certain, il faut être ferme. Mais là, il n'y a pas de questionnement là-dedans. C'est que c'est pas évident. Puis des fois, quand on prend l'opinion clé en main d'une personne qu'on considère qu'elle dit ah ben lui, c'est son titre, c'est ça. Là. Lui, c'est un grand sexologue, un grand ufologue. C'est un grand, là, plus grand que moi. Là, puis là, t'entends ça, là, wow! Ben, il a dit ça, puis là, tu répètes qu'est-ce qu'il a dit. Puis là, tu prends son opinion clé en main, mais là, tu n'as pas besoin de réfléchir parce qu'il l'a dit, Il y en a que ça peut être n'importe qui, il y en a que ça peut être, on va dire, Alexis Cossette-Trudel, puis il y en a d'autres, c'est Diane Lamar, Mais c'est une même chaîne, Diane Lamar, elle a ses partisans qui vont répéter qu'est-ce qu'elle dit, puis Alexis, ben, il peut avoir des partisans qui répètent qu'est-ce qu'il dit, Mais l'affaire, c'est que c'est important de dire qu'est-ce que nous autres, on pense. On peut être en accord avec Alexis ou on peut être en accord avec Diane Lamar, mais il faut savoir pourquoi. Il faut. Il me semble qu'il faut. Ça se peut. J'ai pas fait assez de recherche là-dessus. Mais, il faut reposer notre opinion sur quelque chose puis dire, ben moi, je suis en accord avec Alexis à cause de telle chose, parce que moi, je suis en accord que c'est ça, que c'est vrai qu'il y avait de la merde sur la terre. Là, puis c'est vrai que. Qui est quasiment vide, là, ben c'est les journalistes qui livrent la véritable information. Hein? Et puis malheureusement, le quatrième pouvoir, les journalistes, ça a été
complètement anéanti. Puis ça, c'est un des mystères de ma vie que je comprends pas. Parce que moi, j'ai travaillé vraiment intimement avec des journalistes, là. Puis je connaissais le... Tu sais, on faisait de la bonne information, puis il était éthique, puis il était... Tu sais, il y avait toutes les qualifications d'un vrai journaliste. Et puis là, c'est disparu, c'est toute de la propagande. Il n'y en a plus de journalistes, ça n'existe plus. Ben, ça existe dans le journalisme citoyen, dans le journalisme alternatif. Tu sais, tu as des bons journaux alternatifs qui existent, mais dans les grands médias, ça n'existe plus. Ça a été complètement... Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont pris pour les... Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Comment est-ce qu'ils ont fait pour les neutraliser de même. Ça, c'est simple, penser l'argent, mais c'est bien plus que ça, parce que les journalistes que je travaillais avec, il y avait tous des excellents salaires, OK? Puis, les acheter... Moi, je pense que ça peut peut-être être de la menace. La menace, c'est de se faire menacer soi-même. Supposons quand tu es célibataire et tu n'as pas d'enfant, c'est une affaire, mais si tu as une famille, puis ils menacent ta famille, ça peut être un incitatif pas mal. Puis, il y a des techniques encore plus avancées que ça. L'hypnose, moi j'en viens à l'hypnose souvent. Et puis, en tout cas, on va voir tantôt, il y en a plusieurs que je vais exposer. Mais les journalistes, eux autres, ça fait sortir les faits, les statistiques, hein? L'histoire. L'histoire, c'est important, l'histoire. Comprendre la Libye, comprendre Kadhafi, il faut étudier l'histoire. Comprendre l'Amérique latine, toute l'Amérique latine, toute l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, ainsi de suite, le Chili, Opération Condor. Il faut tout étudier ça pour comprendre toutes les dictatures qu'il y a eu en Amérique latine. Puis comment est-ce qu'ils ont été implantés là. Il n'y a pas rien qu'Allende qui s'est fait balancer par Pinochet. Puis, il faut étudier aussi les intérêts en cause. Il faut lire. Il y a ça ici. Noir Canada. C'est les intérêts du Canada en Afrique. En Afrique, c'est l'exploitation de l'Afrique. Il faut tout étudier ça parce que là, on parle de l'Afrique, mais on peut parler comme de l'Afghanistan. La guerre en Afghanistan, là, si on regarde les nouvelles, ça a été dit que le sous-sol de l'Afghanistan, c'est un des plus riches au monde à peu près. Ils ont du lithium, de la terre rare, ils ont toutes sortes de petites affaires qui coûtent cher. Et puis, c'est génial, ils n'ont pas rien de le pavot. Quoique le pavot, ça rapporte pas mal aux Américains. Mais c'est ça. Fait que là, c'est intéressant de tout étudier ça à fond. C'est tous des éléments d'étude pour mettre du poids dans la balance ici. Et puis ça, c'est quelque chose qui sont pas mis en œuvre. Mais c'est ça, on se dit, comment est-ce qu'ils font? Parce que l'affaire, c'est qu'ils réussissent. Hein? Fait que là, c'est bon de se dire, Christy, comment est-ce qu'ils font pour réussir tant que ça? Hey, comment est-ce que, quand tu vois où ce qu'on s'est rendu avec la folie des cas vides, là, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour se rendre là? Tu sais, comment est-ce qu'ils ont fait pour... Ah, peut-être, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour faire croire au monde qu'un médicament qui était donné depuis 60 ans, hein, qui ont été vendus à des milliards et des milliards d'exemplaires, hein, qui était, tu sais, l'hydroxychloroquine, bien, comment est-ce qu'ils ont fait pour, du jour au lendemain, en un claquement de doigts quasiment, dire c'est un médicament qui est dangereux, qui est mortel. Hein? As-tu vu l'article de Mathieu Perrault dans la presse aujourd'hui? Oh, non, mais j'aime autant pas le voir. Il dit 17 000 morts à cause d'hydroxychloroquine. Ah, ben oui, mais ça, c'est une autre des caractéristiques des propagandistes. Ce monde-là, ça lâche jamais. Ça lâche jamais. Les propagandistes, là, tu sais, moi, je prends tout le temps l'exemple du gâteau au chocolat. T'as un propagandiste il dit, garde le gâteau au chocolat, garde le gâteau au chocolat. T'sais. Là, tu te mets à analyser son gâteau au chocolat, puis là, tu te retournes, tu dis, Christy, c'est pas un gâteau au chocolat pantoute, ça. Puis là, tu sens-tu? C'est un tas de marbre. C'est un tas de marbre. Je dis, ben oui, c'est un tas de marbre. Tout le monde est convaincu. Là, tout le monde à tout le monde. C'est un tas de marbre. T'sais. Là, tu dis, Christy, on va l'avoir, là. Hey, il me fait croire que c'est un gâteau au chocolat. On va y mettre d'en face, sa marbre. Là, tu arrives avec son gâteau au chocolat, qui est un tas de marbre. Tu arrives à lui, puis tu y mets d'en face. Là, il ne réagit pas. Tu lui donnes une cuillère. Là, tu prends une cuillère, puis là, tu y en mets une bouchée dans la bouche. Là, tu te dis, il va être obligé de recracher, il va vomir, il va faire quelque chose. Non! Il mâche, il l'avale, puis il sourit tout le temps, il est imperturbable. Puis il dit, il est bon le gâteau au chocolat. Bien, la propagande, c'est comme ça. C'est pas comme ça. L'article de Perrault dans la presse, là, qui dit que l'hydroxychloroquine, bien, c'est ça. C'est que tu y mets en face qu'il présente de la marde, puis il dit, non, c'est du gâteau au chocolat, l'hydroxychloroquine, ça a tué 17 000 personnes, Hey, puis là, tu as un gars qui arrive comme Didier Raoult, qui est un peu un spécialiste, et puis qu'il dit, l'hydroxychloroquine, c'est avec ça que je soignais le monde, j'ai soigné le monde avec ça à tour de bras. Ah non, c'est un charlatan, ce gars-là.
Chardin, il a triché, il a fait ça d'affaires pour le poursuivre. T'sais. Non, mais la propagande, c'est ça. C'est que ça avoue jamais qu'ils nous servent de la marde, puis sont capables de la manger, de la manger en pleine face, et puis de tout le temps continuer à nous faire croire que c'est du gâteau au chocolat. Ça, c'est le propre des propagandistes. C'est incroyable. C'est comme l'entrevue d'Arruda qu'il y a eu récemment. Hein? Bon, tu sais, il montre son épinglette parce qu'on l'a niaisé beaucoup de son épinglette. Hein? L'agenda 2030 qui traîne dans sa boutonnière. Hein? J'ai porté tout c'est comme une épinglette sacrée pour lui. Hein? Ben, tu sais, on voit bien que Arruda, il est comme dévoué à cette action. Vous avez vu que j'ai porté cette épinglette-là tout le long de la pandémie? Il n'y a pas personne qui s'en souvient pas au Québec, vous savez ça. Bon, ça, c'est les objectifs du développement durable. Puis là, tu veux le dénoncer en exposant son épinglette. Mais lui, tu penses de m'avoir en disant au monde, regarde mon épinglette? Fait que, à l'entrevue, le principal objectif qu'il y avait à Arruda, cette entrevue-là, une de ces dernières, c'était de montrer qu'il avait son épinglette. Et puis, par 2 reprises, la première reprise, il l'a sorti, il voulait en parler, mais là, la journaliste a dit d'autres choses, puis il a été obligé de la remettre de côté. Mais il est revenu à la charge un peu plus tard, il a réexposé son épinglette, puis il en a parlé. Et puis, tu sais, il était fier de montrer. C'est comme un nazi qui est fier de sa croix gammée, tu sais. Tu sais, tu lui dis, ouais, t'as une croix gammée, tu dis, oui, ça, c'est mon signe, puis je suis, tu sais, il est fier de sa croix gammée, parce que c'est ça. Fait que c'est ça, les propagandistes, les propagandistes, ça ne recule jamais. Jamais. Ils se tiennent entre eux autres. Oh mon Dieu, ça c'est le meilleur exemple qu'il y a, la solidarité qu'ils ont. Si nous autres, on pouvait avoir de la solidarité autant que les crosseurs, ben on les défoncerait. Puis, ils nous manipulent facilement parce qu'ils nous connaissent bien. Ils Hein? Ils connaissent nos réactions. Tu sais, on peut penser au MK Ultra, hein, de la CIA, avec l'Université McGill, mais avec plusieurs hôpitaux psychiatriques des États-Unis. Hein. Ils ont fait des études poussées, puissantes, sur le comportement humain, puis afin de contrôler le cerveau. Hein, Et puis, bon, ils ont testé l'hypothermie, le ci, le ça, la souffrance, le LSD, toutes sortes de drogues, toutes sortes de médicaments, pour déceler comment est-ce que le cerveau humain réagissait aux affaires, pour bâtir des sérums de vérité, pour bâtir en tout cas, toutes sortes de choses. Et puis, l'affaire, c'est que là, on pense tout le temps au MK Ultra, hein, c'est comme la pointe de l'iceberg des recherches secrètes. Hein. Puis on s'imagine que après le MK Ultra, ils ont arrêté. Parce qu'on n'entend pas parler. Quand on n'entend pas parler de quelque chose, bien, ça n'existe pas. Hein. C'est comme ça. Comme là, vois-tu, toutes les manifestations qu'il y a en Allemagne, les tracteurs que là, c'est capotant, mais ici, ils n'en parlent pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Fait que c'est ça. Il suffit de ne pas parler de quelque chose pour enlever l'existence de la chose. Fait que ça, c'est encore de la manipulation. Puis, ils nous manipulent parce qu'ils nous connaissent bien. Puis, les connaissances, ils savent gagner la confiance de leurs victimes. C'est sûr que, tu sais, c'est tout comme tous les manipulateurs, comme les gens qui se mettent amis avec les vieux qui vont mourir bientôt, puis qu'ils ont un gros héritage. Ah ben là, ils vont leur servir. Ils gagnent leur confiance, mais ils vont les avoir. Tu sais, c'est gagner la confiance des gens, gagner la confiance des victimes. Tu sais. Moi-même, je me suis fait avoir dans une affaire politique. Il y a quelqu'un qui a gagné ma confiance, que moi, j'ai donné mon 100% pour cette chose politique-là, puis je me suis fait avoir. Mais ça m'a enseigné un peu quand même que je me suis fait vraiment avoir. Tu sais, c'est de la manipulation. La manipulation, puis il y en a qui sont vraiment des experts en manipulation. Tu sais. Puis c'est tout le temps qu'ils te manipulent par ton émotion. Hein. Tu sais, j'ai un grand ami de même, tu peux pas penser qu'il va te crosser, qu'il va te donner un coup de poignard dans le dos, tu peux pas penser ça, tu sais, mais c'est ça, tu sais. La dissonance cognitive, je pense qu'on allait un peu, je pensais de passer une vidéo avant, on va passer après. La dissonance cognitive, bien, ils nous connaissent bien, hein, ils nous connaissent bien. C'est pour ça qu'ils nous manipulent aussi facilement. Puis la dissonance cognitive, c'est une des caractéristiques humaines qui est beaucoup exploitée, tu sais. Parce que la dissonance cognitive, c'est que quand il y a quelque chose que tu as cru toute ta vie, comme on va dire qu'on vivait en démocratie, hein, et puis que tu t'aperçois du jour au lendemain que ton petit crise de vote, à tous les 4 ans, ben c'est ridicule, là, il rit de toi. Parce que tu regardes tous les gouvernements qu'il y a eu,
Puis tu t'aperçois que jamais aucun gouvernement a fait quoi que ce soit d'autre pour toi que te faire payer des impôts. T'sais? Puis ils te font à croire qu'ils travaillent pour toi, mais quand tu regardes les lobbies, quand tu regardes les grosses compagnies, les Monsanto, les Pfizer, toutes les... Tu sais que... Là, tu vois bien que les gouvernements travaillent pour toutes ces grosses patentes-là, tu sais, puis que pour le citoyen, René Lévesque, oui, c'est une exception. Puis le gouvernement de René Lévesque, en 1976, là, et mon Dieu, c'était de la crème, c'était de la crème. Chacun des députés, parlez pas de ça. Mais c'est possible. Oui, c'est possible, ça c'est possible. C'était possible. Ben, faut pas être pessimiste, on va dire que c'est toujours possible. Mais c'est ça. Ah oui, la dissonance cognitive, c'est ça. C'est ça. C'est qu'ils nous connaissent très, très bien, puis ils savent que la dissonance cognitive, c'est les choses que tu as crues toute ta vie, quand tu es confronté à la réalité de voir que c'est pas vrai, que c'est faux, hein? Comme la démocratie, on constate que c'est faux, bien là, ça te crée un malaise physique, là, vraiment physique, puis psychique aussi, tu sais, autant physique que la tête aussi. Ça te cause tellement de douleur que, tu sais, la douleur qu'engendre la découverte de nos croyances de toujours que sont fausses, là, bien, ça fait que tu tombes dans le déni, tu veux pas l'avouer, tu dis non, on est dans la démocratie, on est dans la démocratie, non, on est dans la démocratie, on va changer le gouvernement, on va avoir un souverain, parce que là, quelqu'un qui te prouve que ça marche pas, là, ça te met tellement mal, mais là, j'ai pris la démocratie, mais on pourrait prendre d'autres choses, d'autres croyances qu'on a, qu'on va dire le Père Noël, je sais pas, mais, tu sais, que là, ça te met mal, ça te met tellement mal qu'ils peuvent jouer avec ça, puis la propagande réutilise ça, le malaise que tu as, puis ils tournent ça à leur avantage, puis finalement, ils te manipulent, là tu es manipulé. T'sais. Fait que la dissonance cognitive, c'est une des caractéristiques humaines qui savent, qui existent, et puis qui utilisent, les McKinsey, là, bon, ils connaissent tout ça sur le bout des doigts, la psychologie, ils nous connaissent tout par cœur, puis ils nous font croire n'importe quoi. La grippe a disparu. La grippe qui a toujours existé, là, tout d'un coup, il y a eu une année que la grippe avait disparu. Ils n'ont pas dit au monde, on a changé le nom de la grippe cette année. Non. Arruda, il n'a pas dit, la grippe, elle s'appelle comme ça maintenant. Non, il a dit, la grippe a disparu. Si tu penses que tu as la grippe, non. Tu n'as pas vraiment la grippe. Tu n'as pas vraiment la grippe. Tu as les COVID. On va écouter comment est-ce qu'il disait ça. Où est passée la grippe? Actuellement, il n'y a pas de grippe au Québec. Si vous avez des symptômes qui s'apparentent à la grippe, c'est probablement du COVID-19. En 30 ans, c'est la première fois que je vois ça. Maladie absente, la grippe. Cette année, presque aucun cas n'a encore été recensé en France. Et dans le monde, le constat est spectaculaire. Aucune épidémie de grippe enregistrée. Qu'on n'ait pas d'épidémie de grippe cette année, ce qui serait étonnant parce qu'on en a tous les ans depuis 1918. Ouais, il nous amène un bon point, là, lui, hein? Ouais. Ça serait étonnant parce que depuis 1918, c'est bien de valeur, mais à tous les années, il y en a. Puis là, depuis la fin des COVID, là, mais là, le retour de la grippe, oui. Ah ben, Colin. Mais c'est ça, ils disent n'importe quoi. Puis ils disent tellement n'importe quoi qu'on peut dire que les manipulateurs, ça ose tout. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. C'est pas gêné pour dire n'importe quelle connerie. On a un petit peu la preuve avec... on dira pas. Mais c'est ça, hein? Ça ose tout. Puis c'est à ça qu'on les reconnaît. Puis manipuler, c'est une science. Pas d'accord. Non. En tout cas, on va voir plusieurs volets de science qui sont en fonction de la manipulation. Et puis, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est pas des deux de pique qui nous manipulent, là. Ils savent qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Ils nous ont étudiés à fond, là, comme on l'a vu tantôt, tu sais. Ils nous connaissent à fond, tu sais. Ça, c'est la science de nous connaître, la science psychologique, la science à tous les niveaux, tu sais. Et puis, bon, ben là, je vais vous passer... Edward Bernays. Je pensais que j'étais plus loin, je me mêlais dans mes diapos, mais Bernays, c'est un incontournable. Vous connaissez tous Edward Bernays, hein? Vous connaissez tous. Hein? Tu sais, je voyais qu'à sortir
Edward Bernays, il est né à Vienne en 1891. Moi, je ne tiens jamais un chiffre, même s'il est né, je le sais, il est né en 1891. Puis il est mort en 1995, au Massachusetts. Il a déménagé aux États-Unis il y avait 1 an. Fait qu'on peut dire que c'est un queer américain, tu sais. Mais c'est ça, il est né en 1891, il est mort en 1995. Okay? 103 ans. Hein? C'est Bernays qui nous fait remarquer. Bernays nous fait remarquer que c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Et puis je vous ai fait un petit montage, pour se souvenir de qui était Edward Bernays, et puis que ces choses sont encore très, très acquises aujourd'hui. Vous croyez peut-être que la cigarette est un symbole de liberté, ou que le fluor est bon pour les dents, ou encore que l'État vous protège du Covid, de l'inflation ou de la guerre. Et si je vous disais que toutes ces idées ne sont en fait pas les vôtres, qu'on les a en quelque sorte implantées dans vos esprits? Et si je vous disais qu'en plus, un seul homme est à l'origine de tout cela? Cet homme, si vous ne connaissez pas son nom, eh bien il est parfaitement connu de nos élus. C'est un fervent partisan d'une gouvernance de l'ombre. Et il a écrit 2 livres à ce sujet, Fabriquer du consentement et Cristalliser les opinions publiques. Edward Bernays. Et Bernays est considéré comme le père fondateur de la propagande politique et industrielle moderne. Voilà un homme qui fait partie de la grande machine du pouvoir économique et qui fournit littéralement le mode d'emploi de la domination idéologique et de la manipulation de l'opinion en démocratie. Pour lui, la démocratie, c'est d'abord un régime dans lequel une minorité éclairée, une minorité intelligente, doit modeler l'opinion publique pour le bien de la société. Voilà ce qu'écrit Bernays dans son livre, je cite, « La manipulation consciente et intelligente des actions et des opinions des masses est un élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est le vrai pouvoir dans notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont formés, nos goûts éduqués, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. » Et si on devait résumer très brièvement le postulat de départ de Bernays, il s'agit d'un postulat psychologique qui consiste à dire qu'une foule est d'abord régie par ses instincts, c'est-à-dire, concrètement, par ses pulsions. La démocratie ne serait pas le lieu du pouvoir du peuple, puisque si le peuple n'obéit qu'à ses instincts, il n'obéit pas à ses intérêts, il n'obéit pas à sa raison. Donc la démocratie, c'est le régime dans lequel on manipule l'opinion du peuple au lieu de le contraindre. Dans une société où l'opinion du peuple n'est pas contrainte mais influencée, le peuple a l'impression de garder la main sur ses opinions. L'art de la propagande d'Edward Bernays permet justement de maintenir le peuple dans la domination sans que ce peuple ne soit conscient d'être manipulé. Il va falloir abandonner nos croyances angélistes sur la démocratie et accepter l'idée que ceux qui détiennent le pouvoir ne travaillent pas pour les intérêts du peuple, mais pour leurs propres intérêts. Il dira que son but, c'est de dompter la grande bête hagarde qui s'appelle le peuple. Pour lui, le peuple ne veut pas se mêler en fait des affaires publiques. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui fournisse une illusion. Et l'illusion, Edward Bernays va vous la fournir. En fait, Bernays va même inventer ce que l'on appelle le spin, la manipulation. La manipulation des nouvelles, des médias, de l'opinion. Bref, une pratique systématique à très grande échelle qui permet de présenter les faits de manière complètement partisane. Et grâce à ça, Bernays va faire fumer les femmes américaines, il va démultiplier les ventes de pianos et de savons, et il va même contribuer à faire basculer l'opinion publique américaine vers la guerre en 1917. Bref, Bernays va être tellement exceptionnel que Goebbels, le ministre de la propagande allemande, va se référer à lui pour faire toute la propagande de l'Allemagne nazie. Et qu'encore aujourd'hui, les spin doctors, les gens qui murmurent à l'oreille de nos présidents, sont directement inspirés par Bernays. C'est quand même pas un individu piqué des verres, hein? Il a inspiré Goebbels, bon. Et puis, bon, finalement, c'est lui qui a créé la première agence de type McKinsey. Hein? Et puis c'est lui qui a inventé des spin doctors, ceux qui murmurent aux oreilles, qui font des gens spécialisés pour refaire une belle image des crapules qui nous gouvernent.
il dit manipuler, c'est mon métier. C'était ça que c'était aussi. C'était vraiment ça que c'était. Puis il ne faut pas croire qu'il n'y a plus de Bernays aujourd'hui. Hein? Il y en a un tas de Bernays, mais ils disent pas, bon. Moi, mon job, c'est de vous manipuler. Tu ne verras pas ça dans le site de McKinsey. Notre job, c'est de vous manipuler. Non. Mais c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Tous les partis politiques doivent avoir leur Bernays. Ah, ben oui. Ben, les spin doctors, c'est un peu ça. Hein? C'est ça. Il ne faut pas s'imaginer aussi que les recherches, qu'est-ce que Bernays a sorti, puis comment manipuler les gens, comment manipuler l'opinion publique. Il ne faut pas penser que la recherche a cessé. Et puis là, Bernays, lui, c'était assez élémentaire quand même. Il a commencé en 1917, il a I want you pour la guerre, son affiche, c'était lui qui a inventé ça. Mais il ne faut pas imaginer que ça a lâché. Et puis l'affaire, c'est que la science, tu dis la manipulation, c'est pas une science, mais l'affaire, c'est que la science travaille beaucoup à contrôler le cerveau humain. Ça travaille beaucoup à ça. Là, j'ai fait un montage. C'est extrêmement rapide, mon montage, tu sais. Et puis, vous n'aurez pas le temps de tout lire parce que je ne voulais pas faire un montage trop long. Mais c'est pour vous donner une petite idée des recherches qui se font pour contrôler les cerveaux humains, tu sais, ou contrôler les cerveaux, tu sais. Comme ici, vois-tu, il y avait une nouvelle dans Science Vie qui disait des chercheurs prennent le contrôle du cerveau d'une mouche avec des champs magnétiques. Hein? Je ne suis pas sûr que les mouches, ils ont fait ça pour vendre, que la compagnie Off a acheté ça pour enlever les mouches des maisons. Là, ils ont réussi à contrôler le cerveau des mouches. T'sais. Puis le cerveau des mouches, peut-être que c'est pas loin du cerveau des humains, là, mais ils contrôlent un cerveau. Puis là, je vais vous passer ce petit montage-là, il y a plusieurs choses intéressantes à regarder. Tiens, j'ai l'impression qu'on va parler de toi. Pour l'explorer, les scientifiques ne manquent pas d'imagination. Au fil du temps, ils ont inventé des instruments toujours plus sophistiqués, depuis l'électroencéphalographie, qui mesure l'activité électrique de notre cerveau, jusqu'aux puissantes machines d'imagerie par résonance magnétique qui nous montrent en temps réel son fonctionnement. Pourra-t-on lire dans nos pensées? Arrivera-t-on un jour à déchiffrer ce mystérieux code neural? Aujourd'hui, on ne sait pas lire la pensée. Aujourd'hui, ce qu'on sait voir, c'est les régions cérébrales qui sont activées dans les processus de pensée. Je veux d'abord qu'on parle de ce concept de jumeaux numériques. Donc, BioTwin veut faire le même principe avec le corps humain. L'un des projets gouvernementaux les plus sombres et les plus controversés de l'histoire a été celui mené dans le plus grand secret sur le contrôle mental. Projet ayant utilisé des techniques et des substances illégales pour manipuler l'esprit humain à des fins politiques et militaires. C'est dans ce contexte de recherche sur les effets du contrôle mental que le projet MKUltra a été développé pour explorer les limites de la conscience humaine. La CIA a consacré 25 millions de dollars pour ses expériences psychiatriques sur des êtres humains. Le but du projet était de trouver des moyens de contrôler mentalement les individus. Les expériences les plus dommageables ont eu lieu à l'Institut Allen Memorial de Montréal. L'hôpital était sous la direction du psychiatre Donald Ewen Cameron. Il était un des principaux partisans d'une nouvelle approche scientifique du cerveau, selon lequel l'esprit était comme un ordinateur qui pouvait être reprogrammé en effaçant les souvenirs et en reconstruisant complètement la psyché. Le projet Getaway. Le projet Getaway. Dans les années 80, le Pentagone a demandé une étude secrète à la CIA sur les techniques d'altération de la conscience humaine, appelé le rapport Getaway. Le rapport Getaway Process, ou processus de la passerelle, était un système d'entraînement conçu pour améliorer la concentration, augmenter la fréquence des ondes cérébrales, modifier la conscience et permettre à l'individu de s'échapper des limites du temps et de l'espace. Le rapport a été déclassifié et est maintenant disponible à la consultation. Le rapport a été rédigé en 1983 par le lieutenant-colonel Wayne M. McDonnell.
McDonnell décrit l'expérience Gateway comme un système d'entraînement conçu pour améliorer la force, la concentration et la cohérence de l'amplitude et de la fréquence des ondes cérébrales entre les hémisphères gauche et droit. En termes plus simples, l'expérience Gateway utilise le son pour manipuler les ondes cérébrales. Le rapport a été discrètement déclassifié par la CIA en 2003 et est largement passé inaperçu. La meilleure façon de comprendre ce qu'est la Gateway consiste à décrire brièvement les techniques associées qui partagent certains aspects communs avec l'expérience Gateway, tels que l'hypnose, la méditation transcendantale et le biofeedback. Pour parvenir à synchroniser les hémisphères cérébraux, la technique EMI5 tire parti d'un phénomène connu sous le nom de réponse en fonction de la fréquence, qui signifie que si un sujet entend un son produit à une fréquence qui émule l'une de celles associées au fonctionnement du cerveau humain, le cerveau essaiera d'imiter le même modèle de fréquence en ajustant sa production d'ondes cérébrales. Le corps entier, sur la base de son propre micro-mouvement, fonctionne comme un système vibratoire accordé qui transfère l'énergie dans une gamme comprise entre 6,8 et 7,5 Hz dans la cavité ionosphérique de la Terre, qui elle-même résonne à environ 7 à 7,5 Hz. À propos de ce processus, Bentov déclare « Cela se produit à une très grande longueur d'onde d'environ 40 000 km, c'est-à-dire juste au-dessus du périmètre de la planète. En d'autres termes, le signal provenant du mouvement de notre corps fera le tour du monde en environ 1/7 de seconde à travers le champ électrostatique dans lequel nous sommes immergés. Une longueur d'onde aussi grande ne connaît pas d'obstacle et sa force ne s'atténue pas beaucoup sur de grandes distances. C'est le support idéal pour transmettre un signal télépathique. Comme le corps est accordé en un oscillateur cohérent vibrant en harmonie avec le milieu électrostatique environnant, en entrant en résonance avec la sphère électromagnétique terrestre, le corps humain crée une onde porteuse étonnamment puissante pour aider l'esprit à communiquer avec d'autres esprits humains également syntonisés. La télépathie. Puis là, quand on regarde aller les choses, qu'on se dit, tu sais, avec l'histoire des COVID, puis comment est-ce qu'on a été manipulé, puis qu'on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait, t'sais? Fait que là, il y a certains, on peut expliquer, on va dire, comment est-ce que Bernays agissait. C'est facile à comprendre. Mais il y a des techniques qu'on se doute même pas, qui sont probablement en recherche encore peut-être plus poussées que ça, mais c'est à notre insu, hein? On ne sait pas. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, là, il parle de la fréquence de 7,5 à 7,5 Hz, qui est la fréquence du corps, on va dire, qui est en fonction de la fréquence terrestre. Puis, bon, ça a l'air farfelu, ces affaires-là, mais bon, ils font des recherches là-dessus, là. Ce projet-là de la CIA, ben, ça a vraiment existé en 83, ça a été déclassifié en 2003, tu sais. Mais c'est certain que ça passe pas dans les grands médias, là. Diane Lamar n'en a pas parlé encore. Puis, mais, puis là, ben, je vais vous montrer d'autres choses, que c'est des nouvelles qui sont sorties aussi en 2015 puis en 2017, que ça finit que ce projet-là, c'est un peu pour contrôler par la télépathie, hein. C'est plus que du Bernays, là. C'est que par télépathie, par des choses télépathiques, ils peuvent contrôler ton opinion, ils peuvent contrôler des choses. Ben, je l'ai dessus, c'est-tu là? La recherche a jamais cessé, ça c'est sûr. Et puis, voyez-vous, là, ici, là, c'est en 2015, ça. Hein? Facebook travaille sur la télépathie comme un moyen de communication. Ça, c'est Zuckerberg. Hein? C'était un petit trip de Zuckerberg, c'est lui. Hein? Pour Zuckerberg, le futur est dans la télépathie, explique Zuckerberg. T'sais? Ça, c'est en 2015. Ça, il a fait des manchettes de ça en 2015, puis là, depuis ce temps-là, c'est comme ça n'existe plus. Hein? Ils ont oublié ça, t'sais. Il y a des choses qui sont pas dites, ça n'existe pas. T'sais. Excepté que lui, il l'avait dans la tête, puis je pense qu'il l'a encore dans la tête. T'sais. La télépathie est le futur de Facebook, et c'est Mark Zuckerberg qui le dit. T'sais. Ça, c'était sur Slate en 2015. Okay? Puis il y en a une en 2017, j'arrive à 2017 en tout cas. Ça, c'est juillet 2015 encore. Zuckerberg veut pouvoir communiquer par la télépathie sur son réseau social. Tu n'as même plus besoin de te brancher, je ne sais pas comment ça marche, mais tu as rien que ton cellulaire, je ne sais pas, par les ondes, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais c'est télépathique. C'est télépathique. Hein? Ça, c'est sérieux, là, ça. Hein? La télépathie, si ça marche, ça, c'est en 2017. Hein? Oui, c'est ça, 2017. Si ça marche, Facebook pourra décoder toutes vos intentions. Hey, c'est-tu le fun, ça, Yann Kemper? Hein? Hein? T'as envie de faire pipi, puis la porte s'ouvre, toi. Hein? C'est quand même... ça, c'est en 2017. Là, on est rendu quelques années plus tard.
sont rendus où ces recherches-là? Quand tu vois le comportement du monde, là, qu'est-ce qu'on a vécu, on s'est fait charler, ça n'a pas d'allure. T'sais. Mais là, tu te dis, quand tu vois le comportement de mes anciens collègues journalistes, sont-ils manipulés par la télépathie? C'est plus que l'hypnose? Je ne sais pas. Pour moi, c'est un mystère. Mais ça, c'est des choses vois-tu, ça dans l'Express, quand même pas un journal complotiste, là. Ils ont osé mettre ça, mais tu le mets une fois, par ça, tu l'oublies, tu sais. Fait que le monde, les nouvelles aujourd'hui, c'est de l'actualité, comme dit Didier Raoult, hein. C'est aujourd'hui, c'est des journaliers, ils font du journaux, c'est au jour même, puis le lendemain, ben, c'est oublié, tu sais. Parce que les nouvelles, tu n'as pas de mémoire. L'actualité, elle fait oublier la veille, la nouvelle actualité fait oublier la veille, tu sais. Fait que, comme ça, là, tout ça, ça a passé. Peut-être que le monde a dit, il y a eu 2-3 réactions là-dessus. Puis là, le lendemain, ben là, tu sais, ils ne se souvenaient même plus que ça avait existé, tu sais. Excepté que c'est presque sûr que ça existe là, encore, tu sais. Je pense, en tout cas. Tu sais, ça reste à être vérifié, mais moi, quand tu vois ça, là, c'est comme des choses sérieuses que lui, il y a comme des millions et des millions, là, à investir là-dedans. Puis, tu sais, c'est bien beau parler de philanthropie, là, mais bon, moi j'ai un petit doute sur sa philanthropie, là, tu sais. Fait que la manipulation permet de garder le pouvoir. Ça, je pense que c'est comme souvent, c'est comme clair, tu sais. Parce que comment tu peux garder le pouvoir si tu manipules pas le monde, tu sais. Même César doit savoir ça, hein, tu sais. Puis, les robots peuvent-ils être manipulés? Parce que là, on est à l'heure de l'intelligence artificielle, hein, puis les robots, hein. Là, ça fait un peu peur, ça aussi. Mais est-ce qu'on peut manipuler un robot, d'après vous? Moi, je trouve que c'est bien plus simple de le programmer. Oui, mais manipuler, c'est pas du programme, c'est pas de la programmation. Non, je sais. Parce que c'est ça. Mais peut-on manipuler un robot? Il n'y a pas de conscience. Hein, il n'y a pas de conscience, c'est bon, ça. Mais moi, je trouve que la chose que le robot ne peut pas être manipulé, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Hein? Non, on ne peut pas manipuler les robots. Hein? On ne peut pas les manipuler. On peut les programmer. Hein? Une machine, ça peut être programmé. Si le programme comprend des choses, que c'est vraiment un très bon programme, comme l'intelligence artificielle, là, l'intelligence artificielle, c'est rendu pas mal flyé. Mais, tu sais, bon, qu'ils se auto-programment eux autres mêmes, puis peut-être qu'ils réussissent à déterminer c'est quoi une émotion, puis ils réussissent. Mais moi, avant que je me sente capable d'aller faire pleurer un robot, là, ça va prendre du temps. Puis il va falloir que je pense à mon affaire en maudit, moi le faire pleurer en disant ça, tu sais. Puis là, il va-tu avoir des glandes lacrymales qu'il va pleurer, tu sais, le robot? Tu sais, on va-tu... Puis avant de le faire haïr peut-être, là, c'est plus facile. Avant que le robot ait peur, tu sais. Tu sais, je te dis, si tu t'assois pas sur ta chaise-là, tu vas mourir. Hey, le robot, il s'en calisse-tu qui meurt, tu sais, je sais pas, là. Mais y a-tu peur comme nous autres de mourir, le robot? Tu sais, le robot, qu'est-ce qui le protège? Il n'y a pas de confiance. Selon Google... Oui, ils ont peur de se faire détruire. Ou de se faire débrancher. Ouais. OK. Ben ça, c'est comme... ça me fait penser à 2001, l'Odyssée de l'espace, fait en 1969. Carl, qui avait pris le contrôle du vaisseau, hein, ben, il ne voulait pas se faire débrancher, hein, puis il manipulait les humains, puis les humains avaient besoin d'être entoureux pour réussir à débrancher Carl, qui contrôlait le vaisseau, qui contrôlait leur vie, t'sais. Mais c'est ça. Moi, je trouve que, bon, notre avantage, c'est notre faiblesse. Hein. L'émotion, c'est notre faiblesse. On se fait manipuler par notre émotion, mais en même temps, c'est comme si notre faiblesse, ben, c'est aussi notre force, parce qu'à cause de ça, on ne sera jamais des robots, tu sais. Parce qu'avant que le robot puisse nous accoter au niveau de l'émotion, ils ont de l'affaire à faire de la programmation avec Christy, là. Mais en tout cas, tu sais, c'est ça. Moi, il faut qu'il fasse pleurer un robot devant moi, tu sais. Puis que ça soit des vrais, là, sincères, tu sais, sincères. Tu sais, quand il dit, oui, sincère condoléances, puis qu'il pleure, là, bon, correct, tu sais. Même pas, je serais de la programmation. C'est ça. S'il pleure, s'il réussit à pleurer, puis te convaincre qu'il est sincère. Même les politiciens réussissent à nous berner avec un petit peu de je sais pas quoi qui se met ici. Ouais. Sauf au nom de le robot. Pour protéger l'humain, il va faire des actions bizarres. Ah, ben c'est certain, il fait de la programmation et tout là. Fait que là, je revenais avec ça parce que finalement, notre jugement, puis là, je parlais de l'émotion, hein, qu'est-ce qui nous contrôle beaucoup, ben c'est les sensations, c'est l'émotion, hein. Puis, j'aimerais ça que vous puissiez me dire, qu'est-ce que vous, l'émotion reine, c'est pour manipuler, ça serait quoi? La peur. La peur, OK. Vous êtes unanime là-dessus, OK? Bien, moi, je ne partage pas tout à fait votre avis. Moi, je trouve que l'émotion reine pour manipuler les gens, c'est la haine. La
haine. Avec la haine, là, on fait des guerres. Avec la haine, là, tu sais, même que, tu sais, dans nos années COVID, là, tu sais, c'est un outil de manipulation fantastique, j'ai écrit ça. Puis là, ben, l'affaire, c'est que faut vous souvenir, là, qu'est-ce qu'on a vécu, hein? Qu'est-ce qu'on a vécu, hein? Tu sais, ça, c'est l'affiche d'un de mes articles que j'ai écrit. Ça s'appelle « Le Québec sur les traces du Rwanda », c'est facile à retrouver. Puis là, ben, tu sais, les Arruda, Dubé, Martineau, Lagacé, Feu Bombardier, hein? Wow! Ils nous haïssaient-tu un petit peu? Hein? Ouais, mais à la base, la haine, c'est la peur. Peut-être, oui. Ça, on peut faire un débat psychologique là-dessus, mais l'affaire, c'est que la haine, ça existe, là, et puis il y en a qui haïssent, tu sais. On sait c'est quoi haïr, OK? Puis, quand j'ai pris sur le titre, sur les traces du Rwanda, ben, j'ai pris ce titre-là parce que le Rwanda est pour moi le meilleur exemple de manipulation de masse qui a utilisé la haine, tu sais. Mais pour le Rwanda, je vais en parler plus tard, tu sais. Mais c'est ça. Je considère que la haine, c'est le sentiment le plus facile à exploiter, puis l'un des sentiments les plus efficaces. Parce que quand on haït quelqu'un, là, et ça, on a fait haïr du monde. Et on a fait haïr du monde. On a fait haïr, là, tu sais, pour attaquer l'Afghanistan, il fallait faire haïr les talibans. Tu sais, puis là, ils ont dit que les talibans avaient fait le 11 septembre. Puis, tu sais, on a haï, puis là, 1 million de morts. Tu sais. Après ça, il y a Saddam. Si on l'a haï, Saddam, il y avait des armes de destruction massive, il était pour nous attaquer. Là, 1 autre million de morts. Tu sais. Après ça, la Libye, c'est le pays de l'Afrique le meilleur pays d'Afrique qu'il y avait, tu sais. Puis là, ben, on a tellement haï Kadhafi, il violait des femmes, donc, tu sais. C'est toute la propagande, là, c'est toute la propagande. Mais c'est faire haïr, On a fait haïr un paquet de monde, mais je pense que je vais en parler tantôt. Fait que, pour faire une manipulation de masse, qu'est-ce que ça prend? Bien, je pense que ça prend en premier un gros choc émotif. Si on pense au 11 septembre. Imagine, tu vois les taux tomber. Hey, ton cerveau, il arrête. Il arrête parce que tu vois ça, puis là, tu dis que c'est une attaque, tu sais. Il arrête, tu réfléchis même pas que c'est une démolition contrôlée, c'est visible, là, tu sais. Mais là, non, c'est l'avion qui est rentré dedans, la tour a tombé, tu sais. Puis il y a la tour 7 à côté qui a tombé aussi, mais la tour 7, c'est juste un choc émotif qu'elle a eu, tu sais, parce qu'il n'y a pas eu d'avion. Mais quand elle a vu ses amies jumelles, elle a vu les jumelles tomber, elle a dit « Oh, non, non! » Elle s'est mise à brailler, la tour 7, puis elle a tombé elle-même. Elle a tombé sur place, comme les 2 autres, hein. 3 tours qui ont tombé, tu sais. Hey, tu sais, il y a eu toutes sortes d'affaires. Le COVID, ben, ils ont eu le choc émotif. Imagine, tu es à la TV à tous les soirs, tu vois, 200 morts, 300 morts. Les morts, ça roule, tu sais. Ça roule plus vite que les scores au hockey, tu sais. Wow, tu vois ça défiler, puis là, et si bon, ça va être mon tour bientôt. Si là, t'as peur, c'est un choc émotif, ça vient te chercher, là. Hein? Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, le choc émotif, ça déloge la réflexion. Tu penses plus. Hein? Tu penses plus. Les tours, tu penses plus. Ça déloge la... Puis, nourrir la haine, ben, tu sais... Quand tu te dis, là, t'es un égoïste, tu te fais même pas vacciner pour sauver ton voisin, tu sais. Puis tes grands-parents, tu veux les faire mourir, ben là, vaccine-toi, tu sais. Puis là, ceux qui se font pas vacciner, ben ils se font haïr au bout, tu sais, les 3, les 4 qui étaient là tantôt, là. Et c'était ça, là, leur mission, hein. Ils nous faisaient haïr, hein. Puis ils nous font tellement haïr. Si vous voyez votre voisin qui fait ça, là, délationnez-le, il dit, hein, la délation, là, tu sais, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Puis ils ont utilisé beaucoup le manichéisme. Le manichéisme, c'est les bons contre les méchants, tu sais. Fait que ceux qui n'étaient pas vaccinés, ben, c'était un maudit méchant, tu sais. Et puis les bons, ben, tu sais, ceux qui voulaient sauver, finalement, grand-papa, grand-maman, puis le voisin, puis envoyer donc, puis... T'sais, au pire, là, avec un petit peu de choses avec le changement climatique, ça pouvait jouer sur le changement climatique. Il n'y a pas de limite. Hein? Fait que c'est ça. Ça, c'est je trouve que c'est les 4 points qui sont utilisés pour les manipulations de masse. T'sais. Et puis les grandes manipulations de masse, ben, il y a eu le 11 septembre, évidemment, comme je l'ai parlé tantôt. Là. Ça, c'est comme. Quand on se met à étudier ça, il y a des choses assez spéciales. T'sais. Puis, concernant le 11 septembre, j'ai juste une petite vidéo, court, mais moi, c'est une affaire au niveau physique, là, parce que c'est une affaire que j'arrive pas à m'expliquer, ben, je vous passe ça.
Il n'y a rien qui tombe en bas. Il n'y a rien qui tombe en bas. À part le moteur. Ben, on l'a pas vu, en tout cas, tu sais, au ralenti, on voit rien qui tombe. Le 11 septembre, il y a un tas de choses, des mystères, je trouve, à creuser. L'autre chose de manipulation, ben, c'est le Rwanda. Le Rwanda, c'est assez capoté, là, parce que ça, en 100 jours, en 100 jours de massacre au Rwanda, ben, ils ont tué entre 800 000 et 1 million de personnes en 100 jours. Ça fait 8 000 à 10 000 personnes par jour. 8 000 à 10 000 personnes tuées par jour. Oui, c'est plus que la COVID. Puis le monde qui ont été tués, ils ont été tués la plupart du temps à la machette. Okay? Puis l'autre chose qui est spéciale, c'est que le monde qui sont entretués, c'est des gens qui se connaissaient. Hein? C'est des camarades de classe, c'est des voisins. Mais bon, ils ont eu une haine, parce que moi, c'est en fonction de la haine, ça, le Rwanda. C'est l'exemple de la haine. Mais il y a eu une haine de cultiver entre les Tutsis et les Hutus. Hein? Puis là, à la radio des Mille Collines, parce que nous autres, on a été, on va dire, haïs avec les faces qui étaient là tantôt. C'est tous des gens médiatiques. Ben là, Arruda, bon, mais il était médiatique, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est les médias qui ont utilisé, qui ont fabriqué la haine, tu sais. Et puis, bon, la radio des Mille Collines, tu sais, qu'est-ce qu'ils se disaient? Ça se disait, c'est enregistré, là. On peut l'écouter. Ça a été produit dans des procès sur le Rwanda, tu sais. Mais à la radio des Mille Collines, quand ils ont clenché l'affaire qu'on massacre, là, ils ont dit au monde de se lever le matin, puis là, ils appelaient les Tutsis, ils appelaient les coquerelles, qu'il fallait qu'ils éliminent les coquerelles. Puis là, ils disaient, vous allez mettre le feu aux Tutsis et ils vont regretter d'être nés. T'entends ça à la radio, là, tu sais. Puis là, ils disaient aussi aux gens, faites du bon travail, tu sais. Puis il poursuivait en disant, les fosses, le lendemain, il disait, les fosses sont encore à moitié vides, vous devez les remplir. T'sais? Ça, là, c'est des propos tenus à la radio du Rwanda, à la radio la plus importante, la radio des Mille Collines. T'sais. Puis là, tu sais, c'est comme, moi je considère que le Rwanda, c'est comme une sorte d'expérience, un laboratoire humain, là, qu'ils ont utilisé pour voir jusqu'où ils pouvaient pousser la haine. Hein? Puis ça a été phénoménal. Ils ont poussé la haine à tuer presque 1 million de personnes. Là. Ça ne s'entend pas entre 800 000 et 1 million. Là. Mais c'est quand même, on va dire rien que 800 000, juste 800 000. C'est juste 8 000 par jour. 8 000 par jour, en veux-tu des carabes sur le bord de la route? Là, je pense que les croque-morts ne fournissaient pas. Là, hein? Je pense que les corbeaux étaient là, les rapaces étaient là. C'est épouvantable, c'est comme incroyable. T'sais. Puis Dallaire qui était là, il voyait ça se produire, il voyait arriver la chose. Puis il a été empêché. Il a été empêché d'agir. Si c'est pas une expérience qu'ils ont faite, une expérience humaine qu'ils ont faite de manipulation, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est écœurant. C'est écœurant. Là, l'autre chose, il y a une autre manipulation de masse qui a été faite, celle-là, bon, c'est pas mal moins sanguinaire, c'est plus le fun, c'est les Pokémon. Les Pokémon. Non, mais là, je ne sais pas si vous le savez, mais les Pokémon, là, ça a été chargé un petit peu. Je l'ai dessus dans mes notes, c'est ouais. Les Pokémon Go a été chargé 150 millions de fois dans le monde en l'espace de quelques jours. En quelques jours, 150 millions de chargements de ce jeu-là, OK? Puis là, on a vu, tout le monde a vu, ça a fait les manchettes à travers tout le monde occidental. On voyait du monde avec le cellulaire, puis ils couraient après le Pokémon, tu sais, partout dans les rues. Le monde, ça frappait des poteaux, ça regardait plus devant eux autres, ça regardait les Pokémon à l'attraper, tu sais. Puis une anecdote là-dessus, nous autres, on avait un rendez-vous, on était en Gaspésie, on avait un rendez-vous avec un de nos amis qui était en voyage en Gaspésie, puis il nous invite dans sa chambre, tu sais, pour aller prendre un verre. Puis là, on rentre dans sa chambre, puis là, il était avec son cellulaire, puis il chassait les Pokémon, tu sais. Puis là, il fallait pas trop le déranger parce qu'il était en train de se faire manquer un Pokémon, tu sais. Hey, ce gars-là, là, c'est un individu qui est plus sérieux que moi, et puis qui est adulte autant que moi, puis qu'il était chef de son entreprise, hein. Puis là, il courait après les Pokémon, tu sais. Tabarnak! Tu sais, non, mais ils ont réussi à manipuler le monde, il s'est fait manipuler, puis ils ont manipulé tout le monde occidental, ils ont rendu les adultes en enfants gaga qui courent après des fantômes virtuels à travers le cellulaire, tu sais. Ils ont fait ça. Ça, c'est une manipulation de masse, parce que tu avais la masse au complet, ça a fait les manchettes, on peut en chercher des nouvelles là-dessus, il y en a plein, tu sais. Puis c'est une manipulation de masse réussie, ça. Ça, c'est des manipulations de masse, il faut être conscient. Je trouve. Et puis, une autre manipulation, ben, c'est la fermeture de Boston.
Tu sais, Boston, là, je sais pas si vous en souvenez, mais c'est parce qu'il y a eu l'attentat au marathon de Boston, hein, une bombe qui a sauté, OK? Puis là, ils ont décidé que c'était les deux qui avaient un pack-sac, noir, puis là, c'était les frères Tsarnaev, en tout cas. Un nom difficile à dire, là, mais c'était eux autres. Et puis, là, quand on étudiait comme le parcours de ces deux-là, il y en a un qui était boxeur, puis l'autre qui était un jeune étudiant, il avait à peine 19 ans, je pense, il avait 19 ans. Bon, ben, puis il était admiré de tous ses camarades, il était un bon ami de tout le monde. Quand tu dis le profil des deux personnages, c'est comme pas vraiment, ils n'ont pas un profil, là. Bon, la seule affaire qu'il y avait peut-être de louche, c'est qu'il était peut-être d'origine arabe, quelque chose qui rappelait, tu sais. Puis ça, ben, avec la propagande, ça a utilisé, c'est bien utile, ça. Puis, ben là, ils ont décidé que c'était eux autres les assassins, hein. Puis là, ben, j'ai étudié beaucoup de dossiers, puis on pourrait faire une conférence de 2 heures là-dessus. Puis là, ben, ils sont mis à courir. Là, ils en ont tué un, le plus vieux, celui qui faisait de la boxe, ils l'ont tué. Et puis là, ils couraient après le jeune qui avait 19 ans, il était blessé. OK? C'est caché dans le bateau, oui. Hein? Oui, c'est caché dans le bateau, c'est ça. Mais c'est ça, mais ils couraient avec. Mais là, l'affaire, c'est que, tu sais, c'est qu'il y a eu 9000 hommes en armes. Hein? Puis là, ça, c'est un de mes articles, qui est le 22 avril 2013. 9000 hommes en armes ou la manipulation d'un peuple. Le peuple était manipulé. C'était incroyable de voir ça. Boston, qui est une ville de... Tu sais, c'est une ville de combien de millions d'habitants, là? C'est la 10e plus grande ville des États-Unis, qui a 5 millions d'habitants. Hein? Fait, imagine l'impact économique. Tu fermes le costaud pendant 2 heures, il part de l'argent, ça n'a pas d'allure, ça va faire des nouvelles. T'sais. Et là, il ferme la ville de Boston au complet. T'sais, les rues étaient désertes, là, comme si c'était après une bombe nucléaire. Il n'y avait plus personne dans les rues. Il y avait 9000 hommes qui étaient là. Ils étaient là pourquoi? Pour aller trouver un jeune blessé de 19 ans. T'sais? Non, mais... Puis là, le monde a été docile, hein, ils ont écouté, parce que là, il ne fallait pas que tu sortes de chez vous, là, parce que c'était dangereux. Il y avait un jeune de 19 ans, il n'était même pas armé, tu sais. Il n'y avait rien qui prouvait qu'il était armé. Il n'a jamais tiré un coup de feu, ce gars-là, tu sais. Il se cachait, il était blessé, tu sais. Puis ils ont réussi à fermer une ville pendant 24 heures, la ville, puis la banlieue, OK, avec 9000 hommes qui sont sortis, là. C'est incroyable, ça, c'est une manipulation de masse pour voir comment est-ce qu'on peut rendre le monde comme qui sont dociles, hein. Ils écoutent l'autorité, hein. C'est capoté. Surtout que ce n'est pas ces deux jeunes-là qui ont fait déclencher la bombe dans le Presto. Ouais. Il y a bien des choses. J'ai publié ça sur Agoravox, si vous voulez aller lire ça. C'est en 2013, fait que ça veut dire 10 ans. Là. La plupart de moi, quand j'écris un article, je mets beaucoup de liens. Là, c'est sûr, si vous allez voir cet article-là, j'ai peut-être 20-25 liens, je ne sais pas. Mais il en reste peut-être 5 qui sont fonctionnels. Tous les liens, ils font disparaître l'histoire, ils font disparaître les choses, ils font disparaître les preuves. Ils mettent des dates d'expiration. Oui, puis là, tu ne penses pas tout le temps à enregistrer les choses sur ton disque dur, puis là, il faudrait que j'aille un site que je bâtisse. En tout cas, mais c'est ça. Fait que ça, c'est des sujets assez chauds. Hein? Je viens de passer 3-4 petites manipulations ridicules. Là, on arrive dans du solide. L'affaire de ça, là, on tombe dans le gros complotisme. Dans le gros complotisme. La question, c'est, a-t-on vraiment marché sur la route? C'est vrai que depuis Tintin, ça m'a rassuré un peu. Mais moi, là, en 1969, j'avais 14 ans. Okay? Puis je me souviens que je me suis levé à 11h, minuit à peu près. T'sais. Je me suis levé, puis là, on a ouvert notre télé noir et blanc. Là, et puis on a écouté ça, toute la famille, en direct. Là, que Armstrong descendait à sa lune. Il y avait déjà le caméraman qui était là. Mais on l'a vu comme il faut descendre. Et puis là, une des choses que je me souviens précisément, en tout cas c'est dans mon esprit, là, il n'y avait aucun délai. Quand Houston parlait avec les cosmonautes, les astronautes sur la Lune, il n'y avait pas de délai. Même que des fois, ils s'overlappaient quasiment. C'était comme, il n'y avait pas de délai. Dans ce temps-là, les communications sont bien plus meilleures qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, à 2 coins de rue, tu as 2 secondes de différence quasiment. Le studio est à 2 coins de rue de là. M'entendez-vous, le studio? Le studio attend pour répondre, parce que, pour pas, on est habitué des délais. Là, mais dans ce temps-là, dans la Lune, là, pas de délai. La chose qui est spéciale aussi, c'est que, vois-tu, en 1969, là, il se produisait l'événement le plus
grandiose, le plus spectaculaire, le plus de toute l'humanité qui avait eu lieu. Des hommes qui s'en vont marcher sur la Lune, imagine, c'est quelque chose, tu sais. Là, tantôt, on a eu une émission de René Lévesque de 1958, 11 ans avant. Elle a été enregistrée, on peut l'écouter au complet, tu sais. Là, celle-là, là, toutes les émissions en direct, moi j'ai écouté ça sur le canal, à Télémétropole, le canal 10, le CRTM, avec le professeur Lebrun. C'était le professeur Lebrun qui dirigeait les affaires, tu sais. Puis là, tu sais, mais ça n'a pas été enregistré. C'est impossible de retrouver une émission complète en direct, impossible. TVA l'ont pas enregistré. Ben, c'était pas TVA dans le temps, ça n'existait pas, mais Canal 10 n'a jamais enregistré l'émission. Mais ça s'enregistrait, les émissions. On a vu René Lévesque en 58. 11 ans avant, il était capable d'enregistrer des émissions 11 ans avant. Mais là, en 69, il n'était pas capable, on dirait. Mais ils n'ont pas enregistré d'émission. Radio-Canada non plus, aucune émission enregistrée. NBC, CBS, ABC, tous les réseaux américains. Impossible de trouver une émission complète. T'as des extraits. Mais impossible de trouver une émission complète avec l'ouverture, aujourd'hui, les gazons, ils vont descendre sur la Lune, tu sais. Non, il n'y a pas aucune ouverture, il n'y a aucune fermeture. Tu n'as aucun générique des gens qui ont travaillé sur cette émission-là. Et toutes les bandes originales de NASA ont été détruites parce qu'il y avait besoin de réutiliser les... Ben oui, il manquait de matériel, tu sais. Il manquait de matériel. C'est ce qu'ils ont dit. Non, mais ça, c'est spécial. Puis en France aussi, il n'y a aucun réseau français qui a enregistré une émission complète. Ça, c'est personne sur la Terre qui a enregistré une émission complète en direct, tu sais. C'est comme... j'arrive pas à comprendre, tu sais. Hein? Puis... l'autre chose aussi, c'est que en 55 ans, parce que là, au-dessus, il y a eu 17 missions Apollo de 1961 à 1975. 17 missions. Sur ces 17 missions-là, il y en a eu 6 qui ont été sur la Lune. Ils ont mis 12 hommes sur la Lune. Tu sais, dans ce temps-là, au début des années 70, là, tu allais sur la Lune les 2 doigts dans le nez. À quelle heure tu pars? Non, mais il n'y avait pas de problème. Aller sur la Lune, il n'y avait pas de problème. Puis bon, ça coûtait peut-être un peu de quoi, mais il y avait, au moins dans ce temps-là, il y avait l'argent pour ça. Aujourd'hui, il n'y a plus l'argent pour ça. Puis, mais, tu sais, ça allait sur la Lune, ça allait sur la Lune, tu sais. Hein? Fait que là, comment ça se fait qu'en 55 ans, on ne va plus sur la Lune? Ça, c'est bizarre. Je comprends pas ça. Ils vont dire, ben, c'est parce que ça coûte tellement cher. Ah oui? Chris, comment ça a coûté la guerre d'Ukraine, là, tu sais? Hein? Comment ça a coûté l'autre guerre? Les dépenses en armement, comment ça coûte? Le prétexte que ça coûte trop cher, disons que c'est un petit peu faible, tu sais. En tout cas. Il y a une chose. Ils ont réussi, je ne sais pas comment, ils ont mis une plaque d'aluminium sur la Lune. Ouais. Donc le truc, l'observatoire de Chili. Ah oui. Est orienté là-dessus, il envoie un laser, puis il mesure la réflexion. Et ça, ils sont capables de mesurer la distance Terre-Lune au centimètre près, au millimètre près. Alors, il y a quelque chose qui j'ai calculé la vitesse de la lumière avec la distance Terre-Lune, puis ça donne un délai de 2 secondes et demie de délai. Il était au téléphone avec... Oui, Nixon a parlé au téléphone avec les cosmonautes. Mais l'extrait de Nixon, on n'a pas l'autre qui répond, par exemple. On a juste Nixon qui parle. C'est impossible d'entendre une conversation entre Houston puis la Lune au complet. C'est comme... Puis je pense que là, ils ont mis des délais, c'est facile à mettre. On avait oublié les délais, on va remettre ça, c'est pas grave. On peut remettre ça. La manipulation de l'opinion, ben, c'est aussi la fabrication du consentement aux guerres. Puis là, ben, on nous fait haïr, ça c'est sûr. Puis on a haï les talibans, j'ai dit tantôt, envahir l'Afghanistan. On a haï Saddam pour envahir l'Irak. On a haï le Kadhafi pour envahir la Libye. On a haï Assad pour essayer d'envahir la Syrie. Mais là, heureusement, à l'ONU, heureusement que l'ONU existe, qu'il y avait la Chine et la Russie, là, ils ont dit « Wow, ça marche plus, là. Hein? » On nous avait fait le coup de la Libye, mais là, il ne sera pas question de passer le coup avec l'Irak, avec la Syrie. On nous fait haïr, on peut parler de Gbagbo à Côte d'Ivoire. Hein? Ils l'ont fait haïr, ils l'ont fait arrêter, lui, ils l'ont pas fait tuer. Il a été libéré, mais en tout cas, ça a été efficace. Il y a eu le coup d'État à Haïti aussi, ils ont fait haïr Aristide. Aristide, Puis là, les Français ont envahi ça, puis les Américains aussi. Fait que
C'est de nous faire. L'idée, c'est qu'il faut toujours faire haïr le monde avant d'aller tuer, tu sais. Parce que si tu ne fais pas haïr la population contre le méchant, ben là, la population va dire, hey, qu'est-ce que tu fais, t'en vas être tué, l'autre, ils sont pas si pires que ça. T'sais. Puis là, ils vont être contre la guerre. Hein? Les épais que nous autres vont être contre la guerre. T'sais. Les Vietnamiens, c'est un bon exemple. Oui, bien, les Vietnamiens, ça, c'est un cas spécial parce que dans le Vietnam, ça a été la première guerre que l'information ils ont été pris parce que les journalistes avaient du nouvel équipement, il y avait des caméras TK, et puis ils enregistraient des films. Ils enregistraient du film, puis là, il y avait du visuel à présenter. T'sais. Fait qu'en plus du reporter qui était là, qui faisait qu'est-ce qui se passait, il y avait les images puis appuyées. Puis là, ils ont passé ça en ondes. Ils ne savaient pas que c'était pour faire un effet dans la population. C'était la seule guerre qui a eu vraiment une bonne information, tu sais. Et puis, c'est encore disponible sur Internet, ça aussi, les cases qui ont été avec le journaliste qui a fait ça. Tu sais, puis ça, c'est pour ça que le monde sont sortis dans la rue. Parce que le quatrième pouvoir, c'est un pouvoir sérieux. C'est pas pour rien qu'il l'a annulé. Tu sais. Parce qu'avec ça, tu peux réveiller le monde, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça, il y a encore du bon journalisme qui se fait, des journalistes alternatifs, puis journalistes citoyens, des articles sérieux qui se font, mais le problème, c'est un grave problème, c'est que ceux qui contrôlent la diffusion, ben c'est eux autres qui manipulent le monde, tu sais. Moi, quand j'écris un article, je l'envoie à la presse, je l'envoie au Devoir, je l'envoie à tous les grands journaux, mais jamais personne ne va me publier, tu sais. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, le problème de l'information alternative, des journalistes honnêtes, à part Tucker Carlson, que lui, il y a un moyen, on va dire, mais c'est de rejoindre le monde, Moi, c'est d'être dans la presse, d'avoir un article de pouvoir faire réfléchir les gens, pas réfléchir mes amis, ça ne me tente pas d'écrire pour vous autres, vous allez tous dire que c'est bon, non, mais c'est pas ça, ça prend du monde qu'ils sont contre ça, puis qu'ils réfléchissent, J'ai écrit un article sur le débat qu'il y a eu avec M. Alain Bonnier, que j'avais invité, qui lui était à 672 km finalement. Il a dit je ne pourrais pas y aller 672 km, c'est trop. Je ne sais pas si vous avez vu ce débat-là, du changement climatique, là, mais c'était excellent, tu sais. Quelqu'un dans la presse qui a écrit un article pour démolir la chose, puis moi j'ai écrit un article, que mon article ça s'intitulait Merci la presse, tu sais. Merci la presse. Puis là, ben, ça a été un article avec un titre ironique que les gens pouvaient être attirés par ça, mais finalement, le Devoir, toute la gang que j'ai envoyée, ils ne l'ont pas publié. Et ça a été publié sur les réseaux alternatifs. Puis Alain Bonnier m'a dit merci pour cet article-là. Lui, il l'a tellement aimé qu'il l'a traduit en anglais. Et puis il l'a envoyé dans son réseau Syntel, une affaire comme ça. Il dit ça rejoint 60 pays. Tu sais. En tout cas, il était bien content de ça. Puis il aurait aimé ça ici, mais c'était trop loin. Mais c'est ça, c'est le problème de la presse alternative, c'est de rejoindre le monde. C'est ça, c'est rejoindre le monde. C'est ça, c'est grave, c'est un grave problème. Eux autres, ils contrôlent la diffusion. Tu sais. Ils contrôlent pas juste l'information, puis le contenu de l'information, c'est la diffusion. Tu sais. Fait que ça, c'est un peu... Fait que notre première défense contre la manipulation, c'est vraiment d'en être conscient. Être conscient. Ça, j'espère que ça vous a donné des éléments un peu pour être attentif un peu à ce qui se passe. Puis bon, la propagande, ça vise le cœur, hein? Ça vise jamais le cerveau. Jamais le cerveau, c'est contraire. Faut pas que ça touche au cerveau, hein? Faut pas que ça t'altère la réflexion. Faut pas que tu te mettes à faire penser le monde, là. Non. C'est le cœur, tu sais, t'haïs, t'aimes, t'as de la compassion, toutes les émotions, c'est ça que ça fait la propagande, tu sais. Fait que, merci de votre présence et puis continuez à faire réfléchir. Alors, au début, puis j'ai pas oublié. Je suis une grande gueule, je me suis laissé aller.